Bonjour à tous, il est 18 heures et bienvenue dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, je reçois monsieur Gregor Pupinck, juriste français spécialisé en droit international et en droit de l'homme. Il intervient régulièrement dans le débat public sur les questions de liberté fondamentale, de souveraineté, de bioéthique, de liberté religieuse et de l'évolution de la jurisprudence et des juridictions européennes. Monsieur Pupinck, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour, merci à vous. Alors si on se retrouve, c'est pour parler ensemble des dernières évolutions concernant la loi sur l'aide à mourir en France, puisque le Conseil constitutionnel a finalement validé l'intégralité de cette loi vendredi dernier, avec tout de même 3 réserves d'interprétation, on va y revenir. Alors pour commencer, quel est selon vous justement le principal enseignement de cette décision du 14 août ? Je dirais le principal enseignement, c'est que le Conseil constitutionnel a entièrement validé la loi. Ça veut dire que la loi peut être promulguée dès cette semaine par le président de la République et entrer en vigueur très rapidement. On a vu que par ailleurs, le Conseil souvent censure des lois qu'il estime contraires à ses principes ou à ses valeurs. Ça a encore été le cas d'ailleurs cette semaine passée. Mais là, pour l'euthanasie et le suicide assisté, le Conseil, à l'inverse, a donné une base constitutionnelle à ces pratiques, en affirmant l'existence d'un droit à une fin de vie digne, ce qui en soi est une idée bien sûr très acceptable, mais dont il fait découler l'euthanasie et le suicide assisté. Donc voilà, ces 2 pratiques maintenant sont validées, la loi va pouvoir entrer en vigueur, et on le sait, il y a eu pourtant 5 saisines du Conseil. Toute la procédure prévue par la loi est extrêmement, je dirais, laxiste, rapide, etc. Mais le Conseil n'a rien eu à redire, ni sur les conditions d'accès à la mort, ni sur la procédure d'euthanasie. Et pourtant, il y avait beaucoup de problèmes dans cette loi. Donc voilà, c'est une déception. C'est une vraie déception parce que cette loi-là est la plus laxiste en la matière dans toute l'Europe. On le sait, la procédure, vous savez, peut être réalisée en moins de 3 jours. Elle est entièrement à la décision d'un seul médecin. Un seul médecin, du début à la fin, est présent et c'est lui qui décide à chaque étape. À ce jour, la demande d'euthanasie peut être formulée même par oral, je rappelle, sans présence de témoin. Donc la seule et la simple parole du médecin suffit, selon la loi, à déclencher la procédure d'euthanasie. Et plus encore, les personnes sous tutelle et sous curatelle, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas le discernement pour gérer leurs propres affaires personnelles, qui ont un tuteur, un curateur, eh bien, on estime qu'elles ont le discernement pour demander la mort. Donc, cette loi française, elle est dramatique quant à son principe, mais aussi très largement quant à sa procédure de mise en œuvre, parce que on a vraiment le sentiment, quand on lit le texte, que tout est fait pour faciliter la mort des personnes vulnérables. Et plus encore, quand on est juriste, il faut toujours lire un texte en imaginant l'utilisation la pire qu'on puisse en faire. Eh bien, avec ce texte, il sera possible pour des médecins d'imposer la mort de façon unilatérale à des personnes vulnérables sans risquer vraiment de réelles poursuites, parce qu'il sera de fait quasiment impossible, avec ce texte, de démontrer que la mort a été infligée de façon abusive à une personne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit. Et donc, ce sera, par ce texte, une mise en danger des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes sous tutelle, qui eh bien, sont laissées au pouvoir de médecins, et même leurs familles, comme on l'a déjà dit, n'ont pas un droit à être informées. Donc, il n'est pas garanti que les familles, les proches soient informés. Et elles n'ont même pas le droit de contester en justice la décision du médecin de pratiquer l'euthanasie. Donc, même cette disposition-là, qui prive du droit d'agir en justice, n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel.
De Mm. mon point de vue, c'était la censure la plus évidente. Le droit d'agir en justice, quand même, c'est un droit fondamental. Et bien, même sur ce point, le Conseil n'a rien eu à redire. Donc, l'essentiel de la loi est validé. Elle pourra être mise en œuvre donc très rapidement. Effectivement, cette loi inquiète quand même principalement par rapport aux débordements qui peuvent en découler. Finalement, le Conseil constitutionnel a validé les critères d'accès au dispositif, notamment l'affection grave et incurable, le stade avancé ou terminal de la maladie et les souffrances insupportables. Est-ce que ces critères vous paraissent réellement suffisants et suffisamment précis pour empêcher un élargissement progressif justement du dispositif? En fait, non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un tel dispositif, hein, une telle procédure d'euthanasie, il y a trois composantes. Vous avez la porte d'entrée, ça veut dire les critères. Et là, la nature de ces critères n'est pas précise. Ce ne sont pas des concepts juridiques, ce ne sont pas non plus des concepts médicaux très précis. Donc, c'est largement laissé à l'appréciation du médecin. En fait, si quelqu'un de malade trouve un médecin favorable à l'euthanasie, eh bien, il aura beaucoup plus facilement l'accord de ce médecin pour pratiquer l'euthanasie. Donc, vous voyez, ces critères sont élastiques en fonction du médecin, puisqu'à la fin, c'est le médecin qui décide si oui ou non la personne respecte ces critères. Ensuite, la deuxième composante du dispositif, c'est la procédure. Et là, la procédure, c'est un boulevard. Tout est fait pour faciliter l'euthanasie, pour empêcher les obstacles. Et ça peut être fait extrêmement rapidement, en 3 jours, moins de 3 jours. Donc, même si vous aviez à la limite des critères très stricts, dès lors que la procédure après est très large et à la seule discrétion du médecin, qu'il n'y a aucun contre-pouvoir, ça veut dire que certes, le médecin doit consulter 2 personnes, mais il choisit qui il consulte et leur avis est seulement consultatif. C'est le médecin qui décide seul. Il n'a même pas besoin de faire un compte-rendu de cette consultation, de dire aux personnes qu'il a consultées quelle a été sa décision, et les gens consultés n'ont pas le pouvoir de contester la décision du médecin. Donc le médecin décide seul. Et à la fin, troisième composante, le contrôle. Si vous avez une procédure très stricte mais qu'il n'y a pas de contrôle, ben, ça ne sert à rien. Mais là, on n'a pas de procédure stricte, et en plus, le contrôle, il est après la mort, et il est réalisé sur la base des informations transmises par le médecin qui a mis en œuvre toute la procédure. Donc autant dire que sur les trois composantes, la porte d'entrée, les critères, c'est élastique, la procédure, c'est un boulevard, le contrôle, il est quasiment inefficace. D'ailleurs, la loi dit que ce n'est pas vraiment une commission de contrôle, c'est une commission d'évaluation et de contrôle, dont la mission sera, à l'avenir, de recommander des évolutions de la loi aux législateurs et de faire des statistiques sur la mise en œuvre de cette loi. Donc sur les trois aspects, c'est vraiment problématique. Ce qui est maintenant aussi problématique, c'est que le Conseil a quand même rattaché l'euthanasie à cette notion de droit de mourir dans la dignité. Ça veut dire que ça peut potentiellement restreindre à l'avenir la faculté pour le Parlement ou pour un nouveau Parlement, un futur Parlement, de revenir sur le principe même de l'euthanasie. Le délai de rétractation et de confirmation de la demande, justement, constituait l'un des points quand même les plus discutés du texte. Le Conseil constitutionnel l'a finalement validé. Est-ce que 2 jours peuvent-ils réellement constituer une garantie suffisante lorsqu'il s'agit d'une décision irréversible? Bien sûr que non, en fait. Vous avez, dans tous les pays où l'euthanasie est pratiquée, vous avez des délais beaucoup plus longs. Sauf exception rarissime lorsque la personne est vraiment déjà mourante, etc., et qu'elle souffre beaucoup. Dans ce cas-là, le délai peut être raccourci. Mais poser comme principe un délai minimum de 2 jours, ça veut dire de 2 jours, c'est effectivement, bon, sans commune mesure avec la vie ordinaire, et c'est fait pour faciliter l'euthanasie, pour empêcher les proches d'être informés, même les personnes sous tutelle. Le délai est de 2 jours. Alors certes, pour les personnes sous tutelle, il y a une exception. Il faut informer et tenir compte de l'avis du tuteur. Mais si le médecin informe le vendredi soir à 18h le tuteur, qui en général est une association de tutelle départementale, eh bien le délai de 48 heures est passé pendant le week-end, et il n'y aura personne pour s'opposer à l'euthanasie de la personne sous tutelle. Donc ce délai, effectivement, il n'est pas du tout protecteur. Ce qu'on peut dire, c'est que le législateur a voulu aller le plus loin possible, et il a estimé que finalement, l'euthanasie est un droit, une liberté, et que donc il n'y a aucune raison de vouloir poser des garanties, des limites
pour protéger les vulnérables. Or, toute l'histoire de l'euthanasie nous montre qu'il y a toujours eu des débordements et qu'il faut protéger les personnes vulnérables, il faut protéger les personnes âgées, surtout dans la France dans laquelle nous entrons. Je veux dire, quand on voit la proportion de personnes âgées en France, quand on voit l'état des comptes, l'état de la sécurité sociale, évidemment que cette loi va être utilisée pour, entre guillemets, alléger la société française de ces personnes âgées, du poids de la charge de ces personnes âgées. On va leur présenter l'euthanasie comme une liberté pour les pauvres, pour ne pas effectivement finir sa vie de façon triste et pauvre dans une maison de retraite. Donc ça va être présenté comme ça. L'évolution de la société, c'est effectivement la gestion de la fin de vie par la suppression en disant, écoutez, c'est quand même préférable à votre âge de ne pas s'obstiner à vivre. Vous avez 80, 75, 85 ans, vous êtes un peu malade, vous comprenez, les années qui vous restent, ça va être des années difficiles, autant arrêter tout de suite, ce sera mieux pour tout le monde. C'est là-dedans qu'on va entrer, c'est ce que cette loi prévoit, et c'est flagrant quand on traverse la France, que l'on voit l'âge des populations, surtout je veux dire, en province. C'est évident que cette loi sert largement à cela. Est-ce que du coup cette loi par rapport à ce que vous venez de dire représente aussi du coup un basculement finalement sociétal en fait entre le rapport hôpitaux, que ce soit même en pharmacie, parce qu'on y reviendra après, Conseil constitutionnel a élargi la clause de conscience aux pharmaciens, donc on en parlera juste après. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport finalement où le médical qui devait sauver les personnes devient, il y a des limites rouges et en fait c'est ces mêmes personnes qui maintenant vont donner la mort. Est-ce qu'il y a un basculement vraiment idéologique ? Ah oui, non, il y a un vrai basculement, c'est que de confiance. Alors non seulement pour la profession, hein, les pharmaciens, ils ont tous prêté serment de ne pas donner de poison. Là, la loi voulait les obliger. Pareil pour les médecins, de ne pas tuer. La loi veut les obliger, ou voulait les obliger. Donc un basculement déontologique, un basculement moral, fondamental, avec 2000 ans d'histoire. Et puis il y a aussi un basculement dans le lien de confiance avec les hôpitaux. Dans les pays où l'euthanasie est pratiquée, vous allez aux Pays-Bas, vous allez en Belgique, les personnes âgées ont peur d'aller à l'hôpital et préfèrent rester chez elles. Moi, j'ai une amie qui était hollandaise, elle a eu un cancer, c'était il y a 10 ans déjà, l'euthanasie était légalisée là-bas déjà, eh bien, elle a refusé d'aller à l'hôpital. Elle s'est fait soigner chez elle, alors elle est morte au bout de 3-4 ans, mais elle a quand même pu aller au bout de sa vie. Et à cause de ça, parce qu'elle savait, et nous ça nous choquait à l'époque, hein, mais elle nous disait non, si je vais à l'hôpital, je vais être abrégée. Et donc la peur de l'hôpital, la perte de confiance, ça va être une réalité, puisque, encore une fois, vous savez, lorsque vous avez un proche qui est hospitalisé, vous n'avez plus le droit vraiment, il est au pouvoir de l'hôpital, de le sortir. On a vu ça autrefois dans l'affaire Lambert. La famille voulait sortir leur fils de l'hôpital et l'État a envoyé des policiers, des gendarmes devant la porte de sa chambre pour qu'on ne le sorte pas. Alors même qu'on avait un autre hôpital qui était d'accord pour l'accueillir et le soigner. Donc le patient était prisonnier de la décision du médecin, prisonnier de l'hôpital du fait de la décision du médecin, alors même que d'autres établissements étaient prêts à le prendre. Donc la perte de confiance, elle va être réelle, malheureusement, et d'où l'importance qu'il existe encore des lieux dans lesquels l'euthanasie ne sera pas pratiquée, dans lesquels l'euthanasie sera interdite en France. Alors comme je l'ai dit également, le Conseil constitutionnel a élargi la clause de conscience aux pharmaciens chargés de préparer ou délivrer la substance létale. Pourquoi cette réserve est-elle juridiquement importante ? Bien, en fait, il était totalement incohérent de reconnaître la clause de conscience aux médecins, aux infirmiers, et pas aux pharmaciens. C'est-à-dire à celui qui fait la piqûre et pas à celui qui prépare le poison. Voilà, parce que évidemment les deux sont étroitement liés. Alors le législateur ne voulait pas accorder la clause de conscience aux pharmaciens parce que, pour des raisons historiques, les pharmaciens n'ont pas la clause de conscience en matière d'avortement. À l'époque de la loi Veil, on avait oublié les pharmaciens. En fait, on avait accordé la clause de conscience aux professions médicales, mais on avait oublié que les pharmaciens n'en étaient pas une. Mais donc depuis, les pharmaciens n'ont jamais réussi à regagner leur clause de conscience face à l'avortement. Et là, les parlementaires ont dit, mais attendez, si on leur accorde la clause de conscience face à l'euthanasie,
alors ils vont la réclamer rétrospectivement pour l'avortement. Donc c'était ça l'incohérence, on va dire, le fruit de l'histoire. Et là, le Conseil constitutionnel a réparé ce manquement, cette violation de leur liberté face à l'euthanasie. C'est une très bonne chose. Et c'est le fruit de la mobilisation de certains pharmaciens, de la mobilisation aussi de l'ECLJ, de la mobilisation de la rapporteure des Nations Unies sur la liberté de conscience et de religion, qui a demandé euh, que cette clause soit respectée pour les pharmaciens et pour les établissements confessionnels. Hmm. Alors la France vient aussi parallèlement de renforcer le droit aux soins palliatifs. Le législateur présente ces deux réformes comme complémentaires, mais est-ce qu'on peut réellement garantir qu'il n'y aura jamais de concurrence finalement entre l'accompagnement jusqu'à la mort et l'aide à mourir? Non, en fait, on voit bien les soins palliatifs. Il ne faut pas regarder les mots, il faut regarder les actes. La politique française de santé en matière de soins palliatifs, elle est très faible. On investit très peu. On investit quoi? 1 et quelques milliards sur 10 ans, alors que la population augmente, que les soins vont croître, alors que proportion très importante de la population française n'a pas accès aux soins palliatifs. Donc, non, l'euthanasie est une solution au manque de soins palliatifs. Les soins palliatifs coûtent cher et, entre guillemets, du point de vue utilitariste, ils ne servent à rien. Donc, on est dans cette logique financière. Voilà, la population française est très vieillissante. On a un mur on va dire, on est face à un mur de la vieillesse dans les 10-15 prochaines années. Et c'est la solution qui a été retenue, sous couvert de grands mots, de dignité, etc., pour simplement régler cette question. Les soins palliatifs seront réservés à ceux qui auront de la chance, ceux qui auront des relations, ceux qui auront de l'argent, ceux qui habiteront dans des villes riches, et qui est doté d'hôpitaux perfectionnés, mais pour les autres, il n'y aura pas de soins palliatifs. Bien, pour terminer cet entretien, si vous deviez identifier justement aujourd'hui le principal danger de cette loi, après la décision du Conseil constitutionnel, lequel ce serait? Oui, bon alors le danger principal, évidemment, c'est le laxisme, c'est le changement de culture et de rapport à la mort. Ça veut dire que maintenant, la population française, est-ce que nous allons accepter en fait d'être traités un peu à la manière de bestiaux dans un troupeau par l'État? Parce que la réalité, c'est ça. L'État prétend gérer toute notre vie, de la conception à la mort, avec toutes les étapes. Que nous reste-t-il en fait de liberté? Je dirais même finalement notre vieillesse, quel que soit l'état dans lequel on est, fait partie de notre liberté. Et là, on nous retire aussi cela, et donc nous sommes pris dans un processus de gestion administrative de notre existence, euh, la population étant considérée comme un flux qu'il faut gérer à l'entrée, à la sortie, avec complété par la migration lorsqu'on n'a plus assez de population. Mais c'est une conception purement quantitative de notre existence. Et face à cela, il faut opposer la dignité, il faut opposer la charité, la transcendance, la verticalité. C'est pour ça aussi, il faut quand même le rappeler, que je suis heureux quand même que le Conseil constitutionnel ait reconnu la liberté des établissements confessionnels de ne pas pratiquer l'euthanasie. Ça, c'était la troisième réserve, donc celle pour les pharmaciens, mais aussi celle pour tout établissement privé de ne pas pratiquer l'euthanasie. Ça, c'est quand même remarquable. Ça veut dire que maintenant, c'est inscrit dans la Constitution. Tout établissement privé, dès lors qu'il a des statuts qui disent qu'il veut respecter la vie, eh bien, ne sera pas obligé d'accueillir la pratique d'euthanasie dans son sein. Donc, ça va sauver les Petites Sœurs des Pauvres dont on a beaucoup parlé et toutes ces congrégations. Et donc, en voyant maintenant le tableau après cette loi, j'ai l'impression, vous savez, on a ces images de bombardements après la Seconde Guerre mondiale où des villes entières sont bombardées, rasées, sauf l'église au milieu qui a miraculeusement survécu. J'ai un peu cette image quand je vois cette loi. J'ai l'impression que tout est bombardé, tout a été rasé, mais par miracle, il y a encore ces établissements confessionnels qui ont réchappé à la rage destructrice de cette loi. Voilà, grâce au travail qui a été fait pendant tous ces mois passés pour les défendre, le Conseil a finalement lâché sur ce point-là. Nous étions prêts à continuer à la Cour européenne des droits de l'homme et à avoir gain de cause à la Cour de pension. Donc le Conseil a lâché. Donc pour nous,
c'est une victoire dans la défaite. Mais c'est aussi un signe d'espoir, parce que le fait que ces établissements confessionnels, que ces religieuses puissent continuer à accompagner jusqu'à la mort avec amour et charité, dans le monde dans lequel nous entrons, ce sera de plus en plus un témoignage pour nous tous et aussi une espérance. Eh ben, Monsieur Pupinck, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis nous avoir partagé votre expertise. On espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain!